Gamal Abina, pour refermer ce programme, est-ce que la France aura toujours ses moyens militaires pour soutenir ou alors pour accompagner l'Ukraine? La France n'a pas de moyens militaires pour accompagner l'Ukraine, simplement parce qu'elle décharge déjà le nucléaire, qu'elle a eu du mal à donner, elle ne lui donne pas d'ailleurs très peu. Des chars qui sont pour certains en maintenance, qui ont des difficultés. On se rend bien compte que les budgets, depuis que Macron est arrivé, ont été largement baissés parce qu'il voulait faire des économies d'échelle au niveau de tous les budgets, dans tous les postes de l'État. Il cherche à faire en sorte que la France soit à l'équilibre à un horizon plus ou moins bref. Donc non, la France n'a pas les moyens de se déporter ou de proposer des chars à l'extérieur. C'est déjà difficile pour elle-même de pouvoir les maintenir à l'intérieur du territoire, de faire une production qui tienne la route. La question qui se pose, c'est quoi? C'est que, vous parliez des manifestations à l'instant, l'Allemagne a des manifestations importantes par rapport à ces questions de ces faits de guerre. Parce qu'évidemment, les Allemands manifestent sachant parfaitement que la conséquence de cette guerre, avec le surenchérissement considérable de l'énergie, c'est que leurs usines sont en train de fermer les unes derrière les autres. Là, effectivement, ce qu'on appelle la causalité est directe et évidente. En France, elle est beaucoup moins, parce que la France bénéficie quand même d'un secteur nucléaire très important, 77% des besoins énergétiques, qu'ils ont réussi à suppléer. D'abord, ils étaient très peu dépendants du gaz russe, 17%, mais surtout, ils ont suppléé à ce gaz russe une partie du gaz algérien, 4%, et l'essentiel de la production norvégienne qui leur a été évidemment dévolue. Et les Français ne sont pas inquiets pour les questions énergétiques internes, ça coûte un peu plus cher, mais c'est pas catastrophique. Ils sont obligés de réexporter une partie de leur énergie au prix du marché qui est lié à l'énergie gazière et pétrolière, particulièrement gazière. Donc, ce qui fait que la production de centrales nucléaires ne coûte pas cher en France, mais ils doivent le vendre pour qu'il y ait une concurrence loyale au même prix que les énergies qu'on appelle dites fossiles. Quoi. Donc, que les énergies carbonisées ou le nucléaire, c'est le même prix. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un problème en France. Mais de penser que la France est en mesure d'assurer, alors que c'est une perte de vitesse considérable de la part de la France, c'est-à-dire qu'il quasiment, il fabrique quasiment plus rien. Il y a encore le secteur militaire, c'est vrai, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Une augmentation de ses capacités offensives militaires, non, et encore moins de les donner à l'Ukraine, ça c'est quasiment impossible pour des raisons budgétaires évidentes, parce que donner des armements à l'Ukraine ou endetter l'Ukraine comme il le faut actuellement, un pays qui avait que 200 milliards de PIB, l'endetter de façon abyssale pour au moins 80 ans, on se rend bien compte que l'Ukraine ne pourra pas rembourser sa dette avant 80 ans, eh bien, la France ne prend pas ce pari. Macron n'est pas un imbécile, vous l'avez bien compris. Il ne répond aux manifestations, effectivement, que lorsque celles-ci deviennent violentes, malheureusement, hein, c'est comme ça. Et c'est vrai que de rappeler, c'est Christelle qui l'a dit, je suis assez d'accord avec Jamel, mon ami, qui est ici sur plateau, d'ailleurs, je salue, c'est plaisir de le voir. Il est vrai que ce qui risque d'arriver, c'est de la violence dans les manifestations liée à des difficultés économiques, c'est évident, et qu'il n'y a que là que les dirigeants en général occidentaux qui se disent évidemment démocrates entendent les populations. Dès qu'il y a un dérapage de violence, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Quand ces manifestations veulent enfants, on l'entend pas, d'ailleurs, pas hein, actuellement sur la question des retraites, on a 2 millions de manifestants dans la rue, ils s'en fichent. La question des gilets jaunes, effectivement, s'est posée avec acuité. Alors moi, j'ai travaillé pendant quasiment 4 ans avec RT France, donc j'ai eu l'occasion de couvrir les Gilets jaunes, et c'est RT France qui avait mis en lumière ces manifestants. Et ce n'étaient pas des factieux, c'est vrai que Christelle vient de le rappeler, on est disqualifié comme ça parce qu'il y a eu quelques fachos dans l'histoire qui ont eu des expressions extrêmement violentes vis-à-vis de quelques personnes qui venaient provoquer, on le sait très bien. On se rappelle de l'affaire, effectivement, d'un type qui avait insulté, qu'on appelle ça, j'ai plus son nom d'ailleurs, ça va revenir en 2 secondes, euh, Finkelkraut. Bon, évidemment, il y a des petits fachos qui existent dans les manifestations comme partout d'ailleurs, mais c'est pas l'essentiel, c'est à la marge. Par contre, une chose est certaine, c'est que pour disqualifier un mouvement qu'on veut dire violent, on va dire qu'il y a des fachos, donc l'extrême droite, ou l'extrême gauche avec les Black Blocs. Mais tout ça, ça ne tient pas la route. Alors maintenant, la couverture médiatique en France, elle ne se bande pas seulement aux médias privés. Il faut arrêter de délirer sur BFM ou sur CNews. Ce sont 2 médias privés d'oligarques français. Il y a aussi des médias nationaux qui font aussi la propagande parce qu'il se trouve que la France est en guerre. Alors, elle n'est pas en guerre directement, elle est en guerre indirecte et on peut parler de co-belligérance non pas militaire, même s'il commence à y avoir un engagement un peu inquiétant, mais surtout de co-belligérance médiatique. Là, par contre, c'est très clair. La guerre est déclarée à la Russie par la France. La co-belligérance médiatique a conduit à ce qu'il censure la chaîne RT France, qui, pour le coup, autorisait les deux sons de cloche. La différence aujourd'hui, c'est que si vous écoutez les chaînes de télévision françaises, moi, j'ai pas la télévision. Et quand on les écoute, eh bien, le principe, il est simple, c'est de dire, vous êtes pro-ukrainien ou vous êtes pro-russe. Si vous êtes pro-ukrainien, c'est le camp du bien, pro-russe, vous êtes des salauds. Et j'utilise le terme à dessein, c'est violent, mais c'est comme ça. C'est vraiment de disqualifier. J'ai souvent des débats à la télévision ou à la radio, je me fais traiter de pro-russe et je rappelle habilement aux personnes qui me disqualifient qu'elles n'étaient pas là quand je critiquais la Russie, lorsqu'elle faisait la guerre, par exemple, en Tchétchénie. Là, on les entendait pas, ces gens-là.
c'est normal, les Tchétchènes, c'est les bougnoules, donc c'est pas très grave, on peut les tuer. Par contre, quand c'est des Européens, soi-disant, les Ukrainiens qui se rapprochent de leurs standards occidentaux, là, il faut les défendre. Eh bien, j'annonce simplement que on n'a pas besoin d'être pro-russe ou pro-ukrainien pour être contre la guerre. Et je pense là que nous devons avoir un discours équilibré et tout faire pour amplifier le phénomène, à savoir dire non à la guerre. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une négociation directe. Les Russes vont l'emporter, on le sait, militairement, mais il faudrait peut-être pousser Zelensky ou les imbéciles qui le dirigent à dire non à la guerre, à faire en sorte qu'il faut arrêter de bain de sang. Je veux dire, je rappelle toujours que ce sont des populations civiles qui meurent. Et que moi, un Ukrainien, un Russe ou n'importe quel être humain qui prend une bombe sur la tronche, ça ne me fait pas plaisir. C'est quand même insupportable d'accepter ça. Là, il y a des vats en guerre qui sont très contents, qui se frottent les mains parce qu'il y a de l'argent à prendre en étant un pays quasiment à vie. Et de l'autre côté, on ne pense pas aux populations civiles qui meurent. Qu'elles soient d'ailleurs pro-russes, pro-ukrainiennes, ça n'a aucune importance. Les familles là-dedans n'ont rien demandé à personne. Preuve en est, c'est Christelle qui l'a rappelé tout à l'heure, maintenant on fait la chasse aux volontaires. Donc on va chercher des hommes dans la rue pour les pousser à la guerre. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un jeune qui a 20 ans ou 25 ans a envie de se battre pour faire plaisir à un dingue comme Zelensky qui lui est prêt à faire la guerre mondiale, hein? Eh bien non, il n'est pas content de cela parce qu'il n'a pas d'argent, parce que c'est souvent un pauvre, c'est souvent un type qui n'a rien demandé à personne, c'est souvent un type qui n'avait pas de problème avec les Russes d'ailleurs, qui culturellement est très proche des Russes, hein, parce que l'Ukraine, rappelons-le quand même, c'est le premier État russe, hein, on a tendance à l'oublier, hein. Je veux dire, l'État des Russes, hein, on le connaît, c'est comme ça qu'on appelait Kiev. Eh bien aujourd'hui, il faut bien penser que ces 20 ans de guerre ont mis le feu à la maison slave, puisque ce sont des Slaves, hein, c'est tous des Slaves, hein, à part quelques Magyars ou autres, mais globalement, c'est des Slaves. Eh bien, ils ont mis le feu à la maison et maintenant, il faut vraiment avoir un discours anti-guerre. C'est-à-dire que moi, je suis catégorique, il faut pousser à la négociation. Toutes les personnes qui interviennent dans les médias doivent dire la même chose. Il faut pousser à ce que les Européens arrêtent d'alimenter la guerre et pousser à la négociation parce que de toute façon, la guerre est perdue quoi qu'il arrive. Autant l'arrêter et ne pas arriver à un nouveau Berlin. Je veux dire, c'est bon. Si Zelensky s'accroche comme un malade, il finira par faire de Kiev une nouvelle Berlin. Je parle de Berlin de 45, 90% de destruction. Il faut éviter cela, il faut tout faire pour que ça aille mieux. Et je ne suis pas, c'est pas une question d'être pro-ukrainien, pro-russe. Moi, j'ai aucune sympathie pour Zelensky parce que le personnage est écœurant. C'est un type qui n'a rien à faire de sa population. Mais par contre, j'ai à cœur le fait que cette guerre s'arrête parce qu'elle ne sert à rien, elle dessert tout le monde et faire en sorte que la Russie puisse à nouveau s'arrimer à l'Europe pour faire en sorte que les maux dont sont frappés les Européens sur le plan économique puissent commencer un petit peu à baisser, que les spéculateurs, qui sont de véritables salopards, j'aurais pas le temps de développer sur la spéculation, hein. Si le blé augmente, c'est pas seulement parce qu'il y a pas de blé ukrainien, c'est parce que les spéculateurs jouent sur ces questions-là, la rareté. Donc voilà, tout simplement, je finis mon propos là-dessus. Oui, la France n'est pas en mesure de produire plus d'armement, elle est tout juste capable d'assurer 200 chars Leclerc. Vous imaginez pour un pays comme la France, 200 chars, ça en dit long sur la dégradation de la situation, et en même temps, c'est logique, il n'y avait plus d'ennemis à l'Est. Donc il faut quand même réfléchir en contexte. Donc non, ils ne sont pas capables d'assurer plus de production. C'est catégorique. La France se contentera juste de faire semblant d'aider l'Ukraine, comme elle le fait depuis le début d'ailleurs. Afrique Média, le monde, c'est nous.